Bonjour à tous. Une plongée, c'est toujours trop court. Par contre, analyser les résultats d'une mission de plongée, c'est toujours trop long. Et il aura fallu 9 mois entre cette incroyable mission que nous avons fait aux Philippines et la possibilité de nous en faire le récit avec des vrais résultats chiffrés. La petite construction là-bas, c'est la maison des gardiens de Tubata, hein, qui restent en poste ici pour surveiller et réguler l'atoll. On est à 12 heures de navigation de Palawan, qui est la plus proche. Ça a l'air de rien là, mais on est au-dessus d'un joyau de l'Asie. C'est une zone protégée, c'est un parc marin et les autorités de ce parc ont voulu que nous fassions une exploration là-bas. Ça peut paraître un peu ambitieux, exploration à Tubata, un site très plongé, très connu, très bien illustré par de grands photographes déjà avant nous. Mais ce qui est connu, c'est de 0 à 40 mètres. Au-delà, la plongée n'y est pas autorisée. Évidemment, si nous sommes allés là-bas, c'était précisément pour plonger plus profond, pour qu'on aille récupérer de la donnée, de l'information qui n'existait pas jusque-là. Il faut quand même de la connaissance de base. Qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est arrangé? Comment c'est agencé toute cette biodiversité? Comment savoir où plonger? On n'a que 13 jours devant nous. On ne peut pas plonger partout. On ne peut pas parcourir toute la zone des grandes profondeurs. L'idée, ça a été, paradoxalement, avant de descendre à grande profondeur, de monter dans le ciel avec un drone. Regarder du ciel les formes de l'atoll et s'apercevoir qu'à certains endroits, l'atoll est fracturé. On sent qu'il y a une partie du récif qui s'est cassée net. Et ces fractures ont forcément des conséquences sous l'eau. Donc on a plongé à partir de ces zones fracturées en surface et à notre grande satisfaction, quand nous plongions à la verticale de ces endroits fracturés, eh bien nous arrivions sur ces énormes blocs de récifs qui avaient roulé dans la pente. Et quand on arrive dans ces grands blocs, eh bien évidemment ça crée des reliefs particuliers, chaotiques. Et quand on a des reliefs comme ça complexes, eh bien forcément la biodiversité est elle aussi complexe et plus riche qu'ailleurs. En fait, rien n'existe tout seul dans la nature. Dès qu'on trouve des grands organismes, ils en hébergent d'autres plus petits. Et le plus beau des exemples, c'est ce qu'on a trouvé dans ce corail mou géant. Un énorme organisme et à l'intérieur, le crabe timide. Un crabe qui avait creusé une petite grotte à l'intérieur du corail mou. Et quand il est sorti, j'ai pu en plus m'apercevoir qu'il tenait entre ses pinces tous ses œufs. Et puis, il y a aussi tous ces petits coquillages qu'on appelle des porcelaines et qui sont d'une diversité incroyable. On en est quand même à 11 espèces différentes alors qu'ils sont tout petits. C'est des coquillages qui font souvent moins d'1 centimètre, mais qui sont remarquables parce qu'il y a une diversité de formes, de couleurs, de dessins qui en font un groupe exceptionnel. C'est-à-dire qu'on est au sein d'un même groupe animalier et il y a des dizaines et des dizaines d'espèces. Pour moi, d'avoir réussi cette petite collection, c'est déjà une grande satisfaction à la mission. Ça, c'était une sacrée belle plongée. Il n'y a pas 1 cm² qui ne soit pas colonisé, coloré. Ça se superpose, ça pousse les uns par-dessus les autres. Je crois que c'est un des plus beaux tombants, si ce n'est le plus beau tombant de toute ma carrière. D'ailleurs, c'est épuisant. Tu peux pas te poser nulle part. Ouais. Tu peux pas poser le genou à terre. C'est impossible. Il y a des coraux partout, des alcyonnaires partout. On a fait 5h30 sans toucher le fond. Là. Je crois qu'on va bien dormir quand même. Bon ben voilà, ils vont
vient de faire notre première plongée très profonde à Tubatara. J'étais en train de photographier ce mur et tous les invertébrés qui étaient fixés dessus. Et j'ai entendu Yannick au-dessus de moi qui m'appelait, qui bipait, bip, 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 bip. Il criait fort comme ça, classique. Dans un premier temps, je dis il a trouvé quelque chose d'intéressant, il faut vite aller. Et puis j'ai trouvé qu'il insistait d'une drôle de manière. Je dis non, c'est pas comme d'hab, c'est plus urgent. Et là, je me suis retourné. Et en fait, il y avait un énorme requin-tigre qui venait tranquillement dans ma direction, tout doucement. C'est pas comme si j'avais jamais vu de requin-tigre, évidemment, mais le voir là, de manière totalement imprévue, à 95 mètres de fond dans la pénombre. Le but de ce genre de mission est assez basique. Caractériser des habitats particuliers pour la biodiversité, faire des listes d'espèces. Mais évidemment, dès qu'on est à grande profondeur, au-delà de 100 mètres, quand le temps est limité, tout ça se complique. Et tout ça devient du coup une donnée difficile à acquérir. Comment faire ? Bien, la solution est venue de l'idée d'un des membres des expéditions Gombessa, Thomas Pavi, qui a développé un scooter très particulier. Un scooter sous-marin, c'est un propulseur électrique. Et ce propulseur, il l'a équipé de plusieurs systèmes de prise de vue, caméra, appareil photo. L'intérêt du STID, c'est que ça nous permet d'acquérir cette donnée de manière synchronisée le long de transects, donc de lignes virtuelles, et ça nous permet d'acquérir en une seule plongée la donnée nécessaire à la description des écosystèmes à plusieurs profondeurs. On va pouvoir, dans l'espace de 10 minutes, obtenir la donnée pour les poissons, les invertébrés et le benthos. C'est beau, hein, c'est vraiment des forêts entières, des beaux paysages. Il y a des petites forêts de 2-3 mètres d'eau. Une gorgone, c'est un animal sous-marin de la même famille que les coraux, les méduses, les anémones. C'est des espèces qui sont très importantes pour le milieu parce qu'en fait, elles construisent l'habitat, elles créent de l'infractuosité. Donc c'est des espèces qui sont centrales et effectivement, c'est assez fragile parce que c'est généralement assez sensible aux nécroses si la qualité ou la température de l'eau évolue. Ces organismes sédentaires, ces animaux fixés, de taille aussi importante quand on sait que leur taux de croissance est quand même relativement lent, c'est la preuve de la bonne conservation du lieu. C'est la preuve d'une stabilité des conditions du milieu depuis très longtemps pour que ces animaux soient là bien en place. Le contraste, le prix à payer de tout ça, c'est que ces animaux sédentaires bien en place ont sans doute très peu d'adaptabilité à d'éventuels grands changements. Une des preuves de ça, c'est ce cimetière de gorgones qu'on a vu. Sur un site bien particulier de l'atoll, 100% des gorgones entre 60 et 90 mètres étaient mortes. Mortalité absolue. C'était un cimetière fleuri, on l'a vu, puisque tous ces squelettes de gorgones ne sont pas restés stériles. Ils ont été colonisés par une petite anémone opportuniste, une anémone blanche, qui rend ce cimetière extraordinairement esthétique. Les explications que certains experts des gorgones nous ont données, c'est que c'est peut-être lié, non pas forcément au réchauffement des eaux de la surface qui toucherait ces profondeurs, mais peut-être par d'autres dérèglements et des vagues d'eau froide qui montent et qui finissent par tuer ces gorgones.
C'est vrai que notre mission, c'est porté sur ces invertébrés fixés, sur toute la biodiversité. Mais il ne faut pas oublier aussi la grande faune qui tourne autour. On a vu des bancs de carangues énormes, les requins-baleines régulièrement observés aussi. Et à côté de ça, il y a le poisson de tuile, ou même les poissons de tuile. On a vu deux espèces de poissons de tuile différents. Un à tendance vert turquoise, l'autre carrément avec des lignes rouges. Si on les appelle poissons de tuile, il y a un lien comme ça avec la construction, la maçonnerie presque. Ces poissons, tout petits, à 10-15 cm, ils fabriquent de véritables pyramides sous l'eau qui, à leur échelle, sont colossales. C'est des édifices qui font presque 1 mètre de hauteur, 1 ou 2 mètres de diamètre. Ces pyramides de cailloux semblent leur servir de nid pour attirer des femelles. Regarde la belle pyramide que je t'ai construite et viens dans mon nid pondre tes œufs. Donc voilà, vous avez vu un petit aperçu de cette mission réalisée il y a 9 mois aux Philippines. Nous étions restés 13 jours, c'est pas beaucoup. En 13 jours, nous avons pu faire 13 plongées profondes, cumulant 208 heures passées sous l'eau. Les résultats, ils sont là. 108 espèces différentes de poissons, dont 10 nouvelles pour Tubbataha. Le poisson ange nain à dos bleu, le poisson ange gracieux, le mérou arlequin, le gros yeux à longues ailes, le poisson écureuil à ligne dorée, le poisson savon à barbiche, la baliste à ligne bleue, le poisson de tuile à dos rouge, le poisson de tuile de Randall et enfin la brotule barbe de bouc. Mais c'est aussi d'avoir bien montré 2 pics de biodiversité, celui bien connu évidemment, il n'y avait pas besoin de nous, près de la surface, et puis cet autre pic de biodiversité entre 60 et 90 mètres de profondeur, dominé par les gorgones alors que la surface est dominée par les coraux. Ces gorgones, plus de 17 genres différents appartenant au moins à 35 espèces différentes, symbole de cette biodiversité paradoxale, à la fois qui s'érode de toutes parts aujourd'hui et qui en même temps n'en finit pas de nous surprendre et de nous faire faire des découvertes. À bientôt! Oui, il est temps de faire quelque chose. Ça, il va falloir faire quelque chose. C'est plus gérable. Là. Il y a un minimum de tenue quand même.